Et salut les rôlistes, aujourd'hui on se retrouve avec la deuxième partie de la vidéo sur Univers, le livre de base des Ombres d'Estérène, une vidéo qui va se concentrer sur le système de jeu. On se retrouve donc à la page 174, là où commence la lecture du système de jeu. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, c'est une vidéo qui se concentre sur les 170 premières pages du livre Univers, et maintenant on va discuter du système de jeu ensemble. Donc il y a un peu plus d'une centaine de pages sur le système de jeu des Ombres d'Estérène, et vous allez le voir, comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est un système très simple qui se concentre sur la narration et qui apporte énormément de choses, je trouve, à l'univers et à la façon dont les parties des Ombres d'Estérène vont se dérouler. Donc tout d'abord, page 174-175, on a un avant-propos assez rapide, on nous parle de l'utilisation du système, qu'est-ce que sont les différentes caractéristiques, où est-ce qu'on va trouver les informations sur les différentes pages, etc., etc., quelque chose d'assez classique. On se retrouve ensuite, page 176-177, sur des conseils ou sur des premiers points. Donc en fait, ils expliquent que c'est censé être un système léger, c'est censé être une boîte à outils. Et on commence par la création de personnages. Donc la création de personnages qui va se dérouler sur plusieurs pages, où ils expliquent que un petit peu des bases sur comment est-ce qu'on est censé créer un personnage, le fait qu'on va pouvoir travailler sur des stéréotypes, sur des singularités, qu'il va falloir brosser un petit peu le portrait général de son personnage, penser à son passé, à ses motivations, etc., etc., au fait que certains personnages vont pouvoir avoir accès ou non à des pouvoirs et savoirs spéciaux, selon le choix du MJ, selon le ton donné à la campagne, et qu'il est conseillé, dès le début de la création de personnage, de réfléchir à l'esprit de groupe, un petit peu, à comment est-ce qu'on compte créer ce groupe. On parle un petit peu des voix, je vais y revenir plus tard, on parle des menaces, des enjeux, de la peur et de l'espoir, et très rapidement, page 180, on se concentre sur le groupe de personnages. Donc on explique un petit peu, ok, voilà comment créer votre personnage en termes d'idées et de narration, mais on se dit direct, c'est important non seulement de penser au personnage, mais aussi de groupe de personnages. Et ça, c'est une réflexion non seulement pour les joueurs, mais aussi une réflexion pour le MJ. Qu'est-ce qui va constituer votre groupe de personnages? Est-ce que ça va être un groupe rural, urbain, de voyageurs? Qu'est-ce qu'ils savent faire? Que doivent-ils faire? Comment souder le groupe? Comment jouer sur les contradictions du groupe? Si on se retrouve avec un groupe qui contient un démortaine, un magiantiste et un adepte du temple de l'unique, comment va-t-on faire? Comment les regrouper autour d'une menace commune? Comment réfléchir aux antagonistes, etc., etc. C'est assez intéressant de cette approche sur 2-3 pages qui explique, voilà, à la création de personnages, comment bien penser au groupe de personnages et non seulement aux personnages. C'est pour moi, dans un jeu qui est quand même très orienté horrifique, narratif, et qui se concentre, qui donne la part belle au RP et au sentiment des personnages, c'est important de penser au groupe et non seulement aux personnages individuels, contrairement à des jeux de rôle où on peut plus facilement se permettre de faire, je sais pas, du dungeon crawling ou de l'émergence, et où on va moins réfléchir au groupe dès le départ. On enchaîne directement avec des pré-tirés, comme vous pouvez le voir, pardon, page 181, ils disent les archétypes. Donc en fait, c'est pas vraiment, ils parlent pas de pré-tirés, ils parlent de 6 archétypes. D'ailleurs, je crois qu'il y en a 7 dans la version PDF, puisque ça regroupe les 2 bardes qui, en fait, deux pré-tirés qui sont sortis à différentes éditions, rééditions de Univers. Mais donc ils parlent d'archétypes prêts à jouer, qui sont des pré-tirés, et qui sont liés à Melwan, à Derg, et potentiellement à la campagne de Derg, mais qui peuvent être utilisés autrement, et qui donnent un bon exemple de personnages que l'on peut jouer dans Estérène. Donc on part directement sur Sid, dit le loup, un Varigal. Les Varigos, ce sont ces personnes qui voyagent à travers la péninsule, donc c'est plutôt un archétype de voyageur, on va dire, un archétype de rôdeur, de quelqu'un qui va pouvoir se débrouiller en milieu naturel. Donc là, à chaque fois, sur chaque pré-tiré, ils vont nous donner les stats principales, un petit background, le tableau de santé dont on reparlera plus tard au niveau des règles, les traits de caractère, le désordre latent et un peu d'équipement. Donc ça permet très rapidement, en fait, soit de commencer avec un de ces pré-tirés, comme on pourrait commencer avec un des pré-tirés de prélude, soit de s'inspirer, de pouvoir reprendre une partie de ces pré-tirés et de reconstruire son personnage en partant de cette base-là. Donc on a Sid, on a Eogan, le guerrier, donc un guerrier qui est le fils aîné d'un Anceylair, donc d'un chef de village, on va dire, et notamment du village de Derg, donc plutôt un profil guerrier, combattant, on va le voir, il a quand même
12, quand il attaque, il a plus 12 d'attaque à la hache, mais donc avec les mêmes infos, toujours, et des illustrations qui, pour moi, nous mettent directement dans l'univers. Je trouve vraiment les illustrations des pré-tirés, que ce soit dans Prologue ou dans Univers, de très bonne qualité. On a Adéliane, une des Mortaines, donc voilà, pour ceux qui veulent s'inspirer d'un personnage qui serait plus orienté sur les arts des Mortaines, la nature, etc. On a Joris, un théologien du temple, donc vraiment quelqu'un plutôt de pacifique, on va dire, hein, qui est très érudit, qui s'intéresse aux connaissances, qui est très croyant. On a Finn qui est magiantiste, ça c'est assez intéressant d'analyser un peu le background de Finn, parce qu'en fait on comprend qu'il a été adopté par un Démorten, qui est devenu un Yonten, donc l'élève de ce Démorten, mais qu'il a fini par, on va dire, rompre avec la foi des Démorten, et qu'il est parti faire des études de magiance, et il est devenu magiantiste. Donc c'est intéressant de voir un petit peu, ça montre déjà le schisme ou les séparations que peuvent créer les différents dogmes, les différents courants de pensée que sont la magiance, la religion du temple et les Démorten. Ensuite, on a Masha, une barde qui a une sœur jumelle, et sa sœur jumelle, c'est Myrna. Et donc là, vous avez accès à ces deux pré-tirés, Masha et Myrna, mais il faut savoir que selon l'édition physique d'univers dont vous disposez, vous aurez soit Masha, soit Myrna dans votre livre. Voilà, ça dépend de... Je me rappelle plus exactement, il me semble que Masha est celle qui était disponible dans le tout premier tirage, tandis que Myrna est celle qui est disponible dans les univers plus récents, les second et troisième tirages. Et pour le PDF, ils ont mis les deux. Ensuite, on rentre directement dans l'explication des compétences. Un gros pavé où on va vous dire qu'est-ce que c'est les compétences, à quel niveau de compétence on est considéré comme bon dans cette compétence, et lister toutes les compétences possibles. Les domaines, ce sont les compétences, c'est les grandes caractéristiques, on va dire, donc comme artisanat, tandis que les disciplines ou les spécialités qu'on pourrait appeler sont des spécialités, des disciplines très précises dans ce domaine, cette compétence. Les domaines, il y en a 16, on va pouvoir les monter à 5 maximum, et quand on a un domaine à 5, on va pouvoir se spécialiser dans une discipline qui passera à 6, 7, 8, etc. Une discipline ne peut pas monter au-dessus de 15, c'est-à-dire qu'on aura mis 5 points dans un domaine, et ensuite on aura encore mis un plus 10 en plus de ce plus 5 dans une discipline pour avoir un total de plus 15. Donc par exemple, je peux très bien avoir plus 5 en prouesse, puis plus 10 en escalade, donc j'ai escalade 15, et quand je ferai des jets d'escalade, j'aurai plus 15. Donc il y a une liste exhaustive des domaines et un exemple des disciplines, puisque les disciplines on peut en inventer si on veut, mais un exemple des disciplines liées à ces domaines. Dans la fiche de personnage, il y a vraiment les 16 domaines, et techniquement on n'a pas besoin de créer d'autres domaines. Par contre, on peut créer des disciplines dans ces domaines. Donc on va avoir, en termes de, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans les domaines, on va avoir l'artisanat, le combat au contact, la discrétion, l'érudition, le milieu naturel, la magiance, les mystères des Mortaines, l'occultisme, la perception, la prière, les prouesses, les relations, la représentation, les sciences, le tir et lancer et le voyage. Et comme vous pouvez le voir, chacun de ces domaines est lié à une voie spécifique. Par exemple, là, la perception est liée à la raison, le tir et lancer est lié à la combativité. On peut utiliser d'autres voies, c'est une option qui est proposée dans le livre plus tard, je reviendrai là-dessus. Ensuite, on passe sur la création de personnages. Donc la création de personnages, ils indiquent qu'il y a 10 étapes, choisir son peuple, choisir son métier, son lieu de naissance, sa classe sociale, choisir ses voies, âge, revers et histoire, trait de caractère, santé mentale, personnalité, point d'expérience, avantages, désavantages, potentiel, calcul du potentiel, de la défense, de la rapidité et de la vigueur, calcul des attitudes de combat et du score d'attaque, calcul des points de survie, Rindat et exaltation pour ceux qui connaissent des mystères des Mortaines ou des miracles du temple, et description du personnage et choix de l'équipement. Il y a certaines de ces catégories-là qui sont assez longues en termes de création de personnages, il y en a d'autres qui sont vraiment très courtes où ça va juste être quelques calculs ou quelques choix. Donc peuple, ça n'a pas d'impact sur les caractéristiques, mais c'est vraiment pour la description de vos personnages. Ici dans le livre, il propose de soit faire partie du peuple Trikazel, donc l'un des 3 royaumes, soit du peuple Tarish, soit du peuple Ozag, ou Osag, soit du peuple du continent. Par contre, deuxième point beaucoup plus important, le choix du métier. En fait, le métier, ça va directement définir un domaine primaire et un domaine secondaire sur votre fiche de personnage. Ça aura 2 importances. La première, c'est que votre domaine primaire montera, donc ce domaine sera déjà à plus 5 à la création de personnage, et le domaine secondaire sera à plus 3. La deuxième spécificité, c'est que vous ne pourrez obtenir des disciplines ou des spécialisations à la création de personnage seulement dans ces 2 domaines, et vous ne pourrez monter qu'à plus 6. Vous ne pouvez pas monter au-delà de plus 6,
et vous ne pouvez monter qu'à +6 dans une discipline de chacun de ces domaines, vous ne pourrez pas monter à +6 dans des disciplines d'autres domaines. Donc là, ils expliquent qu'on liste des métiers, mais que ces métiers, c'est pas exhaustif, qu'on peut tout à fait croiser des métiers, créer des nouveaux métiers, et d'ailleurs, il y a des suppléments aussi de la gamme Estérène qui proposent d'autres métiers. Mais donc, par exemple, ici, on a artisan, et l'artisan, on dit, domaine primaire, ce sera l'artisanat, et domaine secondaire, vous choisissez relations ou sciences. Ça n'a peu d'impact après la création de personnages, mais ce que ça veut dire, si on prend artisan, c'est que au niveau de ce choix-là, on aura +5 en artisanat, +3 soit en relations, soit en sciences, et seulement en artisanat et en relation ou en sciences, on pourra avoir une discipline. Donc ici, il propose plein de métiers, artisan, barde, chasseur, chevalier, combattant, commerçant, démortaine, érudit, espion, explorateur, investigateur, magiantiste, malandrin, médecin, occultiste, paysan, religieux du temple, varigal, et c'est déjà bien. Il y en a d'autres dans d'autres bouquins, mais comme je le disais, dans le livre, ils disent bien, faites un peu ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez créer le métier que vous voulez, ça n'a pas d'impact, puisque l'idée, c'est simplement de choisir 2 domaines, un qui sera votre domaine primaire, un qui sera votre domaine secondaire. Donc c'est bien de s'inspirer de ça, mais vous êtes un peu libre. Ensuite, on explique que ces personnages, ils ont d'autres occupations, et là, vous allez pouvoir, en dehors de vos domaines primaires et secondaires, choisir 2 domaines et les monter à +2, et choisir encore 2 autres domaines et les monter à +1. Ensuite, vous allez pouvoir choisir votre lieu de naissance. De base, on considère que ce lieu de naissance fait que vous avez participé au service d'Ost et que vous aurez +1 dans votre domaine combat au contact, mais vous pouvez choisir que vous avez vécu dans un milieu rural et que vous n'avez pas fait de service d'Ost, auquel cas vous pouvez avoir +1 en milieu naturel à la place, ou encore que vous avez vécu en milieu urbain, que vous n'avez pas fait de service d'Ost et que vous avez +1 en relation. Ensuite, vous pouvez choisir votre classe sociale, les roturiers, le clergé, la noblesse, ça vous donnera des points dans certains domaines. Ensuite, on rentre dans les voies. Les 5 voies sont des caractéristiques mentales qui déterminent les traits majeurs de la personnalité du personnage, sa façon de voir le monde et d'agir. Okay, c'est important. Et encore une autre chose, ce que les voix ne sont pas, n'oubliez pas qu'à ce stade de la création du personnage, celui-ci a une stature, une intelligence ou encore une apparence dans la moyenne. Les voix ne correspondent pas à des caractéristiques physiques, elles ne servent pas non plus à quantifier l'intelligence ou la beauté. Ça, c'est vraiment un parti pris, c'est assez intéressant parce que, et j'en parlerai peut-être aussi dans une autre vidéo plus orientée statistiques, règles et peut-être actes de jeu, mais les voix vont avoir un impact important dans vos jets de dés. Par exemple, tout ce qui est combat va souvent utiliser la voie de la combativité. Et donc ça va, la voie de la combativité, par exemple, ça va traduire la pugnacité, l'énergie qui pousse à agir, la rage de vivre. Quelqu'un qui a beaucoup de combativité va être quelqu'un qui peut être un petit peu, on va dire, exalté, s'énerver, être combatif, parfois agir sous la pression assez rapidement. C'est quelqu'un qui a peu de combativité, sera peut-être soit phlegmatique, sera peut-être un petit peu peureux, ou il aura du mal à prendre des décisions rapidement, etc. Donc c'est plus des façons de penser, un peu une caractérisation de la psyché du personnage, mais à côté de ça, ça a un impact quand même très important dans on va dire ce que le personnage va pouvoir faire, puisque chaque domaine de base est lié à une de ses voix, et que la voix, elle va être entre +1 et +5, et donc entre avoir +1 et +5, quand on lance un D10, ça joue quand même, c'est 10 à 50% du jet de dés, donc ça aura quand même un impact important. Mais donc là, il vous explique quelles sont les 5 voix, combativité, créativité, empathie, raison et idéal, et ils définissent ce que sont les voix, ce qu'elles ne sont pas, on explique l'importance que va avoir les voix dans le jeu, dans la création de personnages, et on explique que de base, la logique, c'est de répartir 5 scores, 1, 2, 3, 4 et 5 dans ces 5 voies, mais on peut aussi faire une règle optionnelle où on répartit 15 points comme on le veut dans les 5 voies, mais il est conseillé d'avoir au moins soit un score de 5, soit un score de 1, pour avoir une voix vraiment marquée de façon importante, qui va permettre de définir un petit peu le caractère et les traits de caractère de votre personnage. Ensuite, on parle de l'âge, du revers et de l'histoire. De base, on considère qu'un PJ a plutôt entre 16 et 20 ans, et si vous créez un personnage joueur qui a plus de 20 ans, plus de 26 ans, plus de 30 ans, en fait, il aura des points dans des domaines en plus, donc il aura un petit peu appris quelque chose en plus, mais il aura des revers, et ces revers, vous allez les tirer aléatoirement dans la page de droite, comme vous pouvez le voir, page 209, où vous allez avoir potentiellement votre personnage, il a la poisse, une séquelle, un adversaire, une rumeur qui lui court après, il a vécu un amour tragique, une maladie, etc. etc. Ça, c'est assez intéressant. Ce qu'ils expliquent à cet endroit-là, c'est que dans tous les cas, quel que soit l'âge du personnage que vous créez, en fait, jusque-là, votre personnage, il a eu une vie tranquille. Il n'est pas parti à l'aventure, il lui est pas arrivé grand-chose. Donc même si vous jouez un
un garde du village qui a déjà 34 ans, c'est pas un garde du village qui a vu beaucoup de choses de sa vie, il a eu une vie paisible. Et c'est pour ça qu'on justifie ça et que le fait que vos personnages n'aient pas beaucoup de domaines de plus, même s'ils ont 12 ans de plus, pas beaucoup de domaines en plus, que d'un coup, ils vont gagner beaucoup d'XP et ils vont évoluer très rapidement parce qu'ils vont être confrontés à des choses étranges, à des choses dangereuses, particulières, qui vont un petit peu jouer le rôle de pivot et les faire évoluer beaucoup plus vite. Moi, la limite que je trouve ici, c'est notamment pour les personnages érudits ou dans la relation, ça voudrait dire qu'un personnage qui a 35 ans et qui a passé 15 ans dans des bibliothèques à lire, et ça lui a pas apporté grand chose. Mais il faut bien de toute façon garder une cohérence pour pas, on va dire, casser le jeu. Mais voilà, c'est un petit peu ma seule limite à cette justification qui m'avait fait un peu tiquer. Mais sinon, je trouve ça très intéressant de créer plutôt des personnages joueurs. Et vous pouvez le voir, hein, la plupart des pré-tirés, que ce soit dans Prologue ou dans Univers, décrivent des personnages jeunes. Et je trouve ça intéressant que ces personnages joueurs soient plutôt jeunes et ou qu'ils aient quelques avantages mais aussi des inconvénients qui puissent être assez importants si on les fait plus âgés à la création de personnages. Après on peut parler un petit peu de son histoire mais ça n'a pas d'impact sur la création, on va dire, chiffrée du personnage. Et là on rentre dans les choix des traits de caractère. Et donc en fait les traits de caractère, deuxième partie très importante, cette page 210, deuxième partie très importante après la page 207 où on parle des voix, là on parle des traits de caractère, et en fait selon vos voix fortes ou faibles, c'est-à-dire qu'une voix doit être à 1 ou 2 pour être considérée comme faible, 4 ou 5 pour être considérée comme forte, et bien vous allez pouvoir choisir une qualité et un défaut. Ça n'aura pas d'impact chiffré dans vos parties, mais ça doit traduire la façon dont vous allez jouer votre personnage, et pour moi c'est pas bloquant, c'est pas limitant, mais c'est deux mots-clés que vous devriez en tant que joueur toujours avoir en face de vous quand vous prenez des décisions RP, et en tant que MJ aussi sur votre petite feuille récap où vous avez tous vos personnages joueurs, avoir leurs mots aussi pour pouvoir soit les rappeler à l'ordre, soit les tenter, soit voilà, mettre des scènes qui puissent jouer avec ça. Et donc en fait, par exemple, si mon personnage a une combativité élevée, je vais pouvoir choisir une qualité parmi combatif, optimiste, dynamique, courageux, pugnace, etc. Et je pourrais choisir un défaut parmi impulsif, outrecuidant, fier, buté, orgueilleux, vaniteux. Donc il y a plein de choix. Ce n'est pas lié à une façon de jouer très précise, mais c'est des adjectifs qui vont permettre de caractériser vos personnages. Et donc souvent, par exemple, si on considère que vous avez une voix à 1, une voix à 5, et ben vous pouvez choisir une qualité liée à votre voix à 1, et dans ce cas-là, vous allez voir dans le score mineur, ou une qualité liée à votre voix à 5. Et de la même façon, vous allez pouvoir choisir un défaut lié à votre voix à 1 ou un défaut lié à votre voix à 5. Donc c'est assez intéressant, et ça laisse énormément de choix différents pour piocher les deux adjectifs qui vont bien traduire votre personnage et comment vous voulez le jouer. Donc cette page-là, pour moi, elle est assez importante, et il faut passer un peu de temps à la lire, passer un peu de temps à comprendre ce que ça veut dire, et bien l'expliquer à vos joueurs quand vous créez des personnages. Ensuite, on parle de la santé mentale, toujours dans la création de personnages. Alors, attention, on parle un petit peu, on est dans la section règles, mais création de personnages, donc on ne rentre pas dans le détail des règles. Création de personnages, on parle de la santé mentale, on va pouvoir calculer la conscience et l'instinct. Donc la conscience, c'est la raison plus l'idéal, l'instinct, c'est la combativité plus la créativité, et on va pouvoir calculer le trauma. Et le trauma, ça va être en fait, le trauma de base de votre personnage va être la différence entre votre conscience et votre instinct. Donc si vous avez beaucoup de raisons et d'idéal et très peu de combativité et de créativité, par exemple, votre personnage va être considéré comme peu stable et avoir des points de trauma dès le début de cette création de personnage. On va aussi définir son orientation de personnalité, sa résistance mentale et ses jauges de santé mentale et de désordre mental. Donc vraiment, voilà, on reparlera un petit peu de santé mentale plus tard dans la vidéo, mais il y a un pavé à la création de personnages qui est orienté santé mentale. On parle un petit peu de la personnalité, et très rapidement, on rentre dans l'étape 6 sur 10 hein, déjà, on parle point d'expérience, avantages et désavantages, et là on vous explique que à la création de personnages, de base, un personnage joueur a 100 points d'expérience qu'il peut dépenser comme il veut, et il peut aussi choisir des désavantages spécifiques qui lui rapporteront des points d'expérience supplémentaires. Il est limité à 80, c'est-à-dire qu'il peut générer jusqu'à 80 points d'expérience supplémentaires en choisissant des désavantages. Moi je trouve ça intéressant, je trouve aussi que c'est un peu l'endroit où on peut être flexible, où on peut
un petit peu modifier la création de personnages, dans le sens où si vous voulez créer des personnages qui sont déjà un petit peu plus expérimentés, rien ne vous empêche d'augmenter ce chiffre de 100 points et de le passer à 150 ou 200 points par exemple, enfin voilà, il y a des choses un petit peu variables à faire ici, et donc votre joueur il va pouvoir mettre des points dans des domaines, mettre des points dans des disciplines, donc les compétences et les spécialités, hein, ou mettre des points dans des avantages, et là il y a plein d'avantages, vous pouvez avoir un allié, une aisance financière, vous pouvez être beau, être en bonne santé, etc. Donc là on repense aux voix, hein. Les voix, ce qu'elles n'étaient pas, c'était des caractéristiques physiques ou des caractéristiques qui traduisaient l'intelligence de votre personnage, mais en fait via un avantage ou un défaut, on va pouvoir traduire le fait que peut-être votre personnage est laid ou beau ou charismatique, qu'il va peut-être être intelligent ou lent d'esprit, etc., etc. Donc il y a une belle liste d'avantages et d'inconvénients et de désavantages. Pour moi, rien n'empêche d'en créer d'autres avec votre MJ, mais il y a quand même déjà bien le choix, on va dire. Donc on liste jusqu'à la page 214 des avantages, et ensuite, toujours page 214, on liste quelques désavantages, notamment les désavantages physiques ou mentaux, où en fait ils vous disent juste référez-vous aux avantages et faites l'inverse, quoi. Étape 7, on calcule le potentiel, la défense, la rapidité et la vigueur, donc c'est juste quelques calculs rapides qui vous permettent de calculer ces stats dont je parlerai rapidement plus tard dans le livre. Étape 8, on explique les attitudes de combat rapidement, on les calcule et on calcule le score d'attaque. Étape 9, il y a des points de survie, chaque joueur commence avec 3 points de survie, mais des avantages ou des désavantages permettent de changer ces points de survie, et comment on utilise les points de survie. Donc ça c'est assez intéressant, je ne sais pas si c'est pour moi un bon choix dans le livre de règles, mais donc on est dans la création de personnages, on parle de points de survie, et non seulement on pourrait se contenter dans la création de personnages de dire les PJ commencent avec 3 points de survie, modulo les avantages et désavantages, mais là on dit ça, et en plus on dit à quoi servent les points de survie. Pour moi, le à quoi servent les points de survie ne devrait pas se trouver dans la partie création de personnages, ça devrait se trouver plus tard dans les règles. Mais voilà, au moins c'est clair, on sait que les points de survie c'est évoqué à un endroit dans le livre. On parle aussi du Rindat et de l'exaltation, donc c'est un petit peu votre énergie magique. Et ensuite, vous pouvez décrire votre personnage et choisir l'équipement de votre personnage, soit de façon rapide, soit vraiment en ayant un montant d'argent spécifique lié à votre métier et en dépensant cet argent dans une table d'équipement. On arrive donc dans la table d'équipement, page 219. La table d'équipement, moi j'ai été un petit peu mitigé à la lecture de la table d'équipement. Il y a des trucs intéressants, il y a des trucs où c'est un petit peu trop, on est un petit peu trop rentré dans le détail. Ce que j'aime bien, c'est qu'on parle de la disponibilité de l'équipement, on explique qu'il y a des équipements qui sont plus faciles ou difficiles à trouver, on parle un petit peu des salaires moyens à la journée, et ensuite on parle de énormément de choses liées à des prix. Les prix dans les auberges et tavernes, les provisions alimentaires, la médecine, etc. Et donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, en comptant ces pages-là où c'est un petit peu les armures et les armes, 7, 8 pages. 8 pages qui parlent de l'équipement, de la qualité des équipements, mais aussi, surtout, vous l'avez vu, beaucoup de tables avec des prix. C'est ça, 8 pages. Pour moi, c'est toutes ces tables, c'est un petit peu trop. On n'aurait pas forcément besoin de ça dans un livre qui se veut être très orienté narratif. Je ressens pas le besoin de suivre au daol près ce que dépensent mes personnages, ce qu'ils ont, etc. Sauf si vous voulez vraiment mettre l'accent là-dessus et mettre l'accent sur potentiellement le manque d'équipement ou la famine, etc. Mais j'ai l'impression que il y aurait eu des façons peut-être plus habiles d'amener la gestion de l'équipement que de faire des prix et des listes. Peut-être traiter de façon plus narrative, avec peut-être un gameplay léger, et sans rentrer dans le détail des chiffres et de combien coûte chaque chose. Moi, j'aurais préféré, mais je pense que ça peut rassurer certains joueurs ou certains MJ d'avoir ça, donc c'est pas plus mal, et ça liste des choses, enfin, c'est pas inintéressant non plus, notamment tout ce qui est armes, armure, c'est quand même important d'avoir quelques infos, et une petite partie, peut-être un petit peu trop petite, avec des prix pour quelques artefacts magiantistes, et les cartouches de flux que les magiantistes utilisent. Ensuite, on parle de l'expérience et de la progression. Donc là, on n'est plus dans la création de personnages, on dit comment est-ce qu'on va gagner de l'expérience et comment on va pouvoir le dépenser. Donc c'est simple, ils disent à chaque fin de scénario, vous allez pouvoir donner de l'XP par rapport à la confrontation que vos personnages ont eu, donc combat, négociation, énigme, par rapport à la progression de l'intrigue, est-ce qu'ils ont appris des choses, et par rapport à l'interprétation de leur personnage. Moi j'ai toujours un peu de mal avec ces conseils de comment gagner de l'XP. Ce que j'aime bien, c'est de dire combien on est censé en gagner, comment le jeu a été pensé et combien on est censé en gagner. Donc j'aimerais bien plutôt dire, bah voilà,
si vous voulez progresser, si vous voulez que vos personnages progressent rapidement, on conseille de donner tant d'XP par séance, ou tant d'XP par heure de jeu, ou un truc comme ça. Mais j'ai pas forcément besoin d'un conseil qui me dit, bah voilà, vous allez donner entre 1 et 5 XP selon si votre joueur il a bien interprété son personnage. Enfin, voilà, mais ça tient sur une page, donc ça peut intéresser des gens. Par contre, partie plus importante, comment on dépense l'XP. Donc on peut dépenser l'XP dans des domaines, dans des disciplines. Plus la discipline elle est élevée, plus ça va coûter cher. Donc après plus 10, ça coûte 40 au lieu de 25. On explique que si on a un maître qu'on n'apprend pas tout seul, qu'on a des cours ou qu'on a un mentor, on va pouvoir diminuer ce coût en XP. On a une règle optionnelle qui fait que si on a une compétence ou un domaine et une discipline qui est très élevée, à chaque fois qu'on va essayer d'apprendre quelque chose d'autre, on va devoir payer comme une taxe, un coût d'XP pour se maintenir à niveau dans le domaine très élevé. Ça, c'est une règle optionnelle que je trouve intéressante, mais à mon avis qui peut frustrer très rapidement les joueurs. On explique qu'on peut apprendre des arts de combat, qu'on peut regagner des points de survie, qu'on peut augmenter ses scores de défense et de rapidité, et qu'on peut apprendre des nouveaux ogames pour les démortaines, apprendre des nouveaux miracles pour les adeptes du temple, et augmenter son exaltation ou son rindat. Voilà. Et ensuite, page 231, on rentre dans le système de résolution. Système de résolution qui est très simple, à la base, c'est on lance un des 10, on ajoute son domaine ou sa discipline, donc c'est-à-dire plus 5 en artisanat ou plus 12 en escalade par exemple, et on ajoute sa voix. Et le total doit être supérieur ou égal à un seuil de difficulté. Ce qui est important de noter ici, mais à mon avis, je ferai peut-être une vidéo détaillée là-dessus, c'est que le D10 n'a pas tant d'impact que ça par rapport à la discipline et la voix. C'est-à-dire que si j'ai plus 4 en combativité et plus 11 en combat au corps à corps, discipline maîtrise de l'épée, c'est-à-dire que je vais avoir un plus 15 total, et ensuite ma variable, c'est mon D10 qui va faire entre 1 et 10. C'est intéressant à noter quand on compare avec d'autres jeux de rôle. Donc voilà, résolution simple. Point d'attention, règle optionnelle, choisir une autre voie, en bas à droite de la page 231. Cette règle optionnelle permet d'utiliser une autre voie que celle habituellement associée à un domaine pour résoudre une action, donc ils expliquent comment l'utiliser. Et moi j'avais lu un article qui était très intéressant, notamment qui conseillait de dire, enfin qui conseillait le fait que un personnage qui a un idéal très fort, si son action est là pour défendre la cause de son idéal, il peut potentiellement utiliser la voie de l'idéal à la place de la combativité, la créativité, la raison ou l'empathie. Dans les cas où il est vraiment, c'est fortement, on joue fortement sur le fait qu'il est en train de défendre son idéal. Et autre point intéressant, c'est la créativité. Un joueur avec une créativité élevée, s'il a une idée intéressante, novatrice pour résoudre une solution, et ben potentiellement, même si ça devrait être la combativité qu'on utilise, on pourrait remplacer et utiliser la créativité à la place. Il y a d'autres exemples, notamment tout ce qui est relation, plutôt que de tout le temps utiliser empathie avec relation. On pourrait très bien utiliser différentes choses. Par exemple, relation plus combativité pour intimider, relation plus empathie pour séduire ou persuader, relation plus raison quand on essaie de convaincre quelqu'un avec un raisonnement logique, relation plus créativité quand on essaye de baratiner quelqu'un, etc., etc. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à, en tant que joueur ou en tant que MJ, essayer de proposer une autre voie ou de réfléchir à comment on peut le mieux utiliser ces voies, puisque ces voies elles viennent en addition du domaine ou de la discipline et du D10 pour dépasser le seuil. Tout de suite, on parle de seuil de difficulté. Quels sont ces seuils de difficulté? Et là, vous voyez que ça va de 8 à 35. Alors, pour moi, c'est vraiment des exemples et on peut très bien mettre un seuil de difficulté à 9 ou à 12 ou etc. si on veut. Mais là, ça va de 3 en 3 jusqu'à 20. C'est-à-dire que ça fait 8, 11, 14, 17, 20. Et ensuite, ça va de 5 en 5. Alors, difficile de voir comment est-ce qu'on peut arriver à un score de 30, héroïque. Ça voudrait dire avoir déjà plus 15 dans une discipline, plus 5 dans une voie et faire 10 avec son D10. Donc, c'est assez fou. Mais voilà, seuils de difficulté qui sont détaillés, expliqués. Ils parlent de réussite et d'échec automatique, de marge de réussite, donc ou d'échecs qui vont être le score moins le seuil. Les actions hors de portée, les réussites critiques. Donc réussite critique, échec critique, c'est si je fais 10 et que je refais 10, ou si je fais 1 et que je refais 1, donc une chance sur 100 d'obtenir une réussite critique ou une échec critique. Donc on n'est pas sur des pourcentages de critiques élevés. Et une règle optionnelle, dépasser ses limites, c'est-à-dire que si avec le chiffre total, je ne peux pas atteindre le seuil de difficulté, et bah, si je fais une réussite critique, ça me permet quand même d'atteindre le seuil de difficulté juste au-delà de mes limites. Si je pouvais obtenir 23 maximum, mais que je fais une réussite critique, bah, je peux atteindre le seuil de difficulté qui est à 25, par exemple. Assez intéressant. Après, voilà, c'est assez classique.
On parle d'action en opposition et on parle de mise à l'épreuve. Et là, mise à l'épreuve, pareil, j'ai envie de vraiment mettre l'accent sur les pages 234, 235 du livre, puisque les mises à l'épreuve, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire en tant que joueur, en tant que MJ, pardon. Dans le sens où ça colle avec les voies et ça colle beaucoup avec l'univers. Donc qu'est-ce que c'est? On part du principe qu'il y a 5 travers. Chaque voie a son travers. La combativité, le travers de la combativité, ça va être la passion. Le travers de la créativité, ça va être la subversion, etc. Et donc, des fois, on va faire un test de mise à l'épreuve à un joueur en essayant de le pousser dans son travers. C'est-à-dire qu'un joueur qui a 4 en combativité, on va peut-être le mettre à l'épreuve et lui dire, bah là, vu ta combativité et vu ce que tu viens de voir, peut-être que tu pourrais t'énerver, peut-être que tu pourrais réagir de façon un petit peu imprudente. Et donc, le jet de mise à l'épreuve, c'est le joueur va lancer un dé 10, et ce dé 10, il doit obtenir un score supérieur au seuil de difficulté, le seuil de difficulté étant égal à la voie utilisée pour le travers, plus potentiellement un ajustement, et là, il conseille un ajustement de +1 à +3, selon la difficulté ou à quel point on veut rendre le jet de mise à l'épreuve difficile. Donc, par exemple, j'ai une combativité à 4, et mon MJ me demande un jet de mise à l'épreuve sans ajustement, et ben, il faut que je fasse 5 ou plus, et si je fais 1, 2, 3, 4, et ben, ma mise à l'épreuve est échouée, et je dois un petit peu... je dois m'adonner à ce travers, donc par exemple piquer une colère et attaquer quelqu'un alors que je ne devrais pas attaquer quelqu'un. Et c'est quelque chose pour moi qu'il faut vraiment avoir en tête pour penser à l'utiliser en partie de temps en temps. Pas forcément beaucoup, mais c'est intéressant. Et surtout pour les joueurs par exemple qui utilisent, qui ont bien compris le système de combat et qui ont un perso avec 5 en combativité, et bah de temps en temps, à un moment où ça va pas les arranger, leur mettre une petite mise à l'épreuve où ils doivent faire un jet difficile, sinon ils vont s'énerver ou agir de façon imprudente, ça peut un petit peu contrebalancer certaines voies qui peuvent paraître fortes en termes de statistiques. Et moi j'ai vraiment bien aimé. La mise à l'épreuve et les travers, c'est vraiment quelque chose que j'essaie avant chaque partie ou quand ça fait longtemps que j'ai pas joué à STRN, je relis ces 2 pages-là pour vraiment me remettre ça en tête. Après, fin de page 235, ils évoquent le jet de chance, simplement, bah voilà, quand il n'y a pas de compétences ou autre qui s'applique, qu'on veut faire un jet de chance, bah, le MJ dit il y a un seuil de difficulté, 2 très probables, 9 improbables, voilà, donc 2, 3, 4, 5, 6, et il faut lancer un dé et faire au moins le seuil indiqué. Donc par exemple, c'est très probable que ça arrive, lance un dé, fait 2 ou plus. Voilà, une chance sur 10 que ça se passe mal. Donc voilà, un système de jet de chance, c'est très simple. On rentre sur le système de combat, un système qui est très simple, où ils disent, bah voilà, on va agir selon un certain ordre d'action qui dépend de votre rapidité, 2 choix, soit vous utilisez simplement la rapidité de chaque personnage et celui qui en a le plus joue en premier, soit vous utilisez la rapidité plus un des 10 pour mettre un petit peu plus d'aléatoire. Ensuite, chaque personnage qui est dans le combat va choisir son attitude de combat, et là le truc que j'aime bien, c'est que c'est le plus lent qui choisit son attitude de combat en premier. C'est-à-dire qu'on va faire un ordre d'initiative pour le combat, et le dernier à jouer va dire bah moi je veux jouer de façon offensive ou défensive ou rapide, et ensuite on va remonter comme ça et tout le monde va choisir son attitude de combat. Le point intéressant, ça veut dire que plus on est rapide, plus on lit dans les mouvements des adversaires et plus on peut s'adapter, adapter notre stratégie à ce que l'adversaire va faire. Ensuite, on résout l'action, donc c'est un jet de résolution comme on l'a vu plus tôt, et le calcul des points de dommage, et il faut passer la défense adverse, donc le seuil de difficulté c'est la défense adverse, hein, une défense qui est calculée en fonction de certaines caractéristiques qu'on a vues plus tôt dans la création de personnage, et si on dépasse la défense adverse, on calcule les points de dommage, donc c'est la marge de réussite, par exemple j'ai fait 14, il a 12 de défense, 2 de marge de réussite, plus les dommages de mon arme, mon épée fait 2, bah, je monte à 4, moins la protection de mon adversaire, il a une armure et un bouclier, moins 2, bah voilà, il prend 2 de dommages par exemple. Donc un score élevé peut très vite faire beaucoup de dommages. Tout le monde joue comme ça, et ensuite, fin de la passe d'armes, on recommence. Donc il y a des conditions, ils expliquent des conditions de combat particulières, combat à distance, embuscade, combat à plusieurs. Donc le fait de combattre à plusieurs, ça peut être d'être dans le dos de l'adversaire et d'avoir un bonus de +2 par exemple. Comment quitter un combat, comment réaliser un combat monté. Vous voyez que c'est pas très compliqué, hein. Le combat monté, ça tient sur un petit paragraphe. Comment le bouclier entre en compte, et ensuite il y a des arts de combat. Donc ces arts de combat, ils rappellent la création de personnages où on peut acheter des arts de combat, ainsi que la partie points d'expérience et dépenses d'expérience, puisqu'on peut aussi acheter des arts de combat. Il y a 5 arts de combat définis dans le livre de base. Donc très simple, hein, 3 pages pour le système de combat, sachant qu'ici sur les 3 pages, il ne mentionne pas les attitudes de combat à nouveau. Les attitudes de combat, elles ont été mentionnées plus tôt dans la création de personnages, hein. Si je remonte, c'est un peu la même chose que les points de survie. Ils vont nous expliquer en détail quelles sont ces attitudes dans une partie qui est création de personnages. Voilà.
Ensuite, on rentre sur la santé, donc on explique qu'il y a des points de vie, hein, donc tous les personnages, ils ont 19 points de vie, qui sont de bons à agonie, et plus on est blessé, plus on a des malus, qui vont de -1 à -3. Quand on est en agonie, on est KO, et potentiellement on va mourir dans la minute, quelque chose comme ça, et on a un score de vigueur. La vigueur, ça permet de résister aux poisons, aux maladies, etc., etc. Il y a différents états de santé, il parle de l'agonie, il parle de la mort d'un personnage, ensuite il parle de différents états, donc les dégâts de chute, l'apnée, l'aveuglement, les soins et repos. C'est très rapidement traité, mais honnêtement, c'est clair, concis et suffisant pour un jeu tel qu'il a été créé pour Esteren. Pour moi, c'est parfait, on n'a pas besoin de plus. Ensuite, on parle de maladie, ça j'aime bien, on parle peut-être aussi des poisons, donc la maladie, on parle de virulence, etc. J'aime bien l'idée que dans un jeu horrifique, on ait des règles précises pour des maladies potentielles, parce que ça peut apporter son côté d'horreur, son côté de stress. Donc c'est bien qu'ils aient fait un peu de gameplay au niveau des maladies, qu'on puisse créer nos maladies avec des temps d'incubation, une virulence, etc. Comment diagnostiquer une maladie, enfin voilà. Et donc maladie, on a 2 pages sur les maladies, hein. Ouais, c'est ça, 2 pages et demie. Et ensuite, pareil, on parle des drogues. Idem, pour moi, un jeu d'horreur, c'est intéressant d'avoir un petit peu de trucs à se mettre sous la dent en termes de gameplay, en termes de description pour les drogues et les poisons. Et donc là, poison, une demi-page, drogue, une demi-page, et ensuite, exemple de drogue en tricasel. Ensuite, on rentre dans des parties très spécifiques, on parle des arts des mortaines, puis des miracles du temple, puis de la magiance. Et donc là, on parle de la magie, ou de comment fonctionnent ces 3 spécificités. Donc par exemple, les arts des mortaines, on va expliquer le fonctionnement, des ogames, etc. Et à chaque fois, on a ce tableau qui permet d'avoir une espèce de magie freeform. Elle n'est pas complètement freeform, puisque dans les arts des mortaines, on va être limité par quels ogames on a, et bien sûr quel score on peut obtenir avec notre jet. Et dans la magie du temple de l'unique, on va avoir accès à certains miracles. Et donc si on n'a jamais été, on va dire, illuminé par un certain miracle, on ne peut pas utiliser ce miracle. Mais c'est une magie freeform, j'aime bien. Après, le tableau de la magie freeform, pour moi, n'est pas forcément parfait, dans le sens où on va simplement définir un cercle ou un niveau qu'on va essayer d'atteindre. Ça va définir notre seuil de difficulté. Et ensuite, tous les facteurs vont pouvoir être choisis au maximum. C'est-à-dire que si je prends un cercle 4 là et que faut que j'obtienne un jet très difficile, et ben tous mes facteurs vont pouvoir être choisis à 4 ou moins. Donc je vais pouvoir choisir jusqu'à 4 cibles, toucher des gens jusqu'à 100 mètres, que ça dure jusqu'à 1 heure, que ce soit des bonus malus de plus de moins 2, que ça fasse jusqu'à 3 des 10 de dommages, etc., etc. J'aurais bien aimé un tableau de magie freeform qui fasse peut-être plutôt une page et où il y a un petit peu plus de variables. Mais ce que j'aime bien avec ça, au moins, c'est que c'est clair, concis, facile à lire, facile à utiliser. Et donc, dans un jeu qui prône la rapidité, la narration, etc., c'est pas plus mal qu'on reste sur une magie freeform simple d'utilisation. On parle de seuil de difficulté, de facteurs. Si ça vous intéresse, ce livre de toute façon est disponible en Pay What You Want sur DriveThruRPG, donc je vous laisserai lire en détail. Mais voilà, on parle beaucoup de la magie, il y a quand même beaucoup de pages. Invoquer un pouvoir, règle optionnelle, puiser dans l'énergie vitale, résister à un pouvoir, etc. Et ensuite, quelles sont les pierres ogamiques? Exemple de pierres ogamiques: l'eau, l'air, la terre, le feu, le végétal, l'animal et la vie. Voilà. Les miracles du temple, de la même façon, on parle des miracles, on explique que selon un petit peu l'ordre dans lequel on appartient, on a des miracles majeurs et des miracles mineurs. Donc les prêtres, les moines et les clercs ont accès à certains miracles en majeur ou en mineur. Les lames, les vecteurs et les sigirs ont d'autres. Et ensuite, il y a encore un tableau de magie freeform qui est exactement le même que pour les Démortaines, il me semble, mais on est limité par ces miracles. On explique comment on peut réaliser un miracle. On explique qu'on peut regagner un petit peu des points d'exaltation avec la prière, la ferveur, etc. Et on explique aussi que quand on fait des fautes liées à notre religion, on peut perdre des points d'exaltation. Ensuite, on liste les 12 miracles: guérison miraculeuse, résurrection, cantique, cercle de protection, purification. Et là je veux noter quand même purification, je parlais dans une autre vidéo du fait que la religion de l'unique a l'air plutôt positive dans le sens où elle affronte les féons. Et bien par exemple, purification, blablabla, il permet également de sanctifier les zones pourrissantes d'où émergent les féondas. Donc on a plutôt l'impression que c'est des bons gars, les gens de la religion de l'unique. Hein. Litanie, froid divin, courroux divin, puissance de la foi, vision des limbes, châtiment, sainte vigueur. On voit que c'est quand même assez limité. Je pense que les Démortaines ont quand même plus d'options. On est plus dans la magie freeform, même si on est beaucoup limité par les ogames que le MJ va nous donner ou qu'on va trouver en partie. Là, il y a 12 miracles, et donc on a parfois accès à 1, 2, 3 miracles, et on va pouvoir faire ça, et c'est tout. On peut progresser dans la foi, et ensuite on rentre dans la magie.
La Magiance, beaucoup de pages aussi, mais ça va être beaucoup de pages, on va dire, qui s'orientent sur la théorie. Ça laisse énormément de place au MJ, mais ça ne guide pas beaucoup sur des idées. Donc en gros, on va expliquer qu'il faut extraire du flux brut. C'est un peu un gameplay dans le système de jeu pour tout ce qui est extraction de flux, création de machines, etc. Raffinage du flux brut, création d'artefacts. En fait, il va y avoir différents jets de dés si on veut allumer un artefact, utiliser un artefact, réparer un artefact. Tout ça, c'est peut-être des compétences ou des disciplines différentes, des domaines et des disciplines différentes. On parle des cartouches de flux et on a une liste d'artefacts. Honnêtement, j'aurais bien aimé avoir 1 ou 2 pages de plus. C'est dommage d'avoir 8 pages sur des prix et des équipements classiques comme 1 kilo de viande séchée et qu'on ait que... Enfin voilà, on utilise 8 pages des 300 pages du bouquin pour une liste d'équipements qu'on peut trouver sur internet très facilement en estimant, ou dans n'importe quel jeu de rôle Medfan, on a des infos, et on n'a qu'une page sur les artefacts. Je trouve ça dommage. Après, il faut se rappeler que l'objectif de ce livre, c'est de pouvoir être lu aussi bien par les MJ que par les joueurs, donc on ne veut pas trop en dévoiler sur la Magiance. Et l'autre idée aussi, c'est que je suppose qu'au début de la gamme, ils voulaient faire un supplément Magiance, qui n'est toujours pas arrivé, mais qui arrivera sûrement avec la gamme des secrets. Donc on peut supposer qu'à terme, un supplément sur la Magiance sortira avec beaucoup plus d'exemples et beaucoup plus d'informations sur les artefacts, mais tout de même, pour moi, on n'a pas assez à se mettre sous la dent au niveau des artefacts dans le livre de bouquin. Là, il présente voilà, l'allumeur, la foreuse marteleuse, l'extracteur de flux mobile, gantelet énergétique, nébulaire portatif, pince broyeuse, poulie magiantiste, scie mécanique, tonifiant, lunettes de vision. C'est dommage, par exemple, dans le bouquin à un endroit, on parle des fusils magiantistes. Moi, j'aurais bien aimé avoir un exemple d'un fusil classique magiantiste, ou même d'un arc à poulie qui soit alimenté avec du flux magiantiste ou des choses comme ça. Mais bon, c'est un choix, au moins ça laisse la place au MJ, et il y a notamment, si vous allez sur le Discord, une aide de jeu qui avait été créée par quelqu'un où il y a quelques exemples supplémentaires, c'est assez intéressant. Ensuite, page 269, on arrive bientôt à la fin, il reste 20-30 pages dans le bouquin, et là en fait on attaque la santé mentale, et je crois que jusqu'à la fin du livre, on parle de santé mentale. Donc bien sûr, ils expliquent que le système de santé mentale présenté dans cet ouvrage a été avant tout pensé pour s'intégrer à l'univers des ombres d'Estérène, n'a pas l'ambition d'être réaliste ni exhaustif, c'est bien de le préciser, mais ça paraît plutôt logique. Ils expliquent que la santé mentale va pouvoir évoluer, qu'il y a des jauges. Ils expliquent que le meneur peut décider soit que les joueurs vont traquer, vont suivre leur santé mentale, soit que c'est le MJ qui s'en occupe. Moi, personnellement, j'aime bien suivre moi-même la santé mentale et les jauges de mes joueurs, et simplement leur dire quand ils rentrent en crise ou quand ils passent un certain seuil, mais qu'ils soient un petit peu dans le flou par rapport à ça. Je trouve ça assez intéressant, et pour ça ils ont sorti des feuilles de suivi assez faciles à utiliser, donc je trouve que c'est bien fait. Ils parlent des jets de résistance mentale, qu'est-ce qui se passe en cas de réussite, l'endurcissement mental, donc quand on fait un jet de résistance mentale et qu'on fait un 10, on va pouvoir gagner de l'endurcissement mental. Cet endurcissement mental petit à petit va nous donner des bonus pour nos jets de résistance mentale, mais par contre il va aussi créer de nouveaux symptômes que sont la forteresse vide. Donc c'est un peu quelqu'un qui va être élevé dans son symptôme de forteresse vide, ou même syndrome ou folie, il va en fait plus avoir d'empathie pour les gens. On explique ce qui se passe en cas d'échec, on explique que quand on fait un 1 sur un jet de résistance mentale, on peut avoir des séquelles, donc on a un des points de trauma qui va devenir permanent, donc petit à petit on s'enfonce dans la folie, et qu'en plus à ce moment-là on a un jet à faire sur la table des séquelles pour qu'il y ait quelque chose qui impacte. Je sais pas s'ils le disent, mais moi j'aurais tendance à conseiller au MJ plutôt de soit faire un jet sur les séquelles, soit si la situation est plus intéressante de forcer une des séquelles, potentiellement de choisir la séquelle pour le joueur, si c'est plus intéressant narrativement parlant. Ensuite, quand demander un jet de résistance mentale, ça c'est intéressant, des conseils, page 272, ça peut être difficile quand on n'a pas l'habitude de jouer dans des jeux d'horreur ou qu'on n'a pas l'habitude du système d'Estérène d'utiliser cette santé mentale, donc c'est bien qu'ils proposent en fait, qu'ils conseillent le MJ. Et ensuite on parle des désordres mentaux, donc en fait le système santé mentale propose 12 désordres mentaux dans le livre de base, après on peut trouver d'autres désordres mentaux dans des suppléments. Et donc, le joueur, en accord avec le meneur, va pouvoir choisir le désordre mental susceptible d'affecter son personnage. Le désordre mental choisi doit obligatoirement être choisi dépendant d'une voie dotée d'un score majeur ou mineur. Donc ça rappelle un peu les travers tout à l'heure. Donc par exemple, si j'ai une voie élevée en combativité, je vais pouvoir choisir soit frénésie, soit exaltation. Si j'ai une voie faible en raison, je vais pouvoir que choisir confusion mentale. Donc si mon perso il a 5 en combativité, 1 en raison, et ben j'aurai le choix entre frénésie, exaltation ou confusion mentale. C'est intéressant de se dire que selon les voies qu'on a choisies, on va s'orienter vers un désordre mental plutôt qu'un autre, même si on a quand même un choix entre toujours 3-4 options. Il y a des désordres mentaux qui sont rationnels et il y a des désordres mentaux qui sont
instinctuels. Pour chaque désordre mentaux, on définit ce que c'est, comment le personnage agit quand il est sous le joug de ce désordre mental, et on explique qu'il y a 3 niveaux, hein, quand on atteint le symptôme, quand on atteint le syndrome et quand on atteint la folie. Donc en fait, plus on va s'enfoncer vers la folie, plus notre désordre mental va avoir d'impact sur la façon dont on va jouer notre personnage. Sachant qu'il y aura 2 choses à distinguer, les moments normaux où on est juste un petit peu influencé par notre désordre mental, et les moments de crise où là vraiment le désordre mental va prendre le pas sur le personnage, et ça va aussi être un peu un moment du jeu. Faut pas tout le temps jouer avec ça, mais c'est intéressant pour le joueur d'être un petit peu forcé, d'avoir un certain RP, une certaine narration, et de devoir incarner son personnage en utilisant un désordre mental spécifique. Voilà. Moi je trouve ça plutôt bien fait. On peut tout à fait jouer à STRN sans les désordres mentaux et la santé mentale, utiliser qu'un système allégé de la santé mentale et mettre de côté les désordres mentaux. On a plusieurs choix, mais globalement je trouve que le système est simple, bien fait, assez facile d'utilisation, et il prend une certaine place dans le jeu, mais pas une place trop grande. Donc voilà, pour moi c'est une réussite. Phobie, forteresse vide, soigner et guérir les troubles mentaux. C'est intéressant de voir qu'on peut soigner et guérir ces troubles mentaux, qu'il faut réussir un diagnostic, qu'on peut faire différents types de diagnostics selon le personnage qui essaye de faire ça, et qu'on peut avoir un rétablissement naturel, ou qu'on peut aussi prendre des potions, des médicaments. Je crois aussi qu'il y a voilà, traitement de l'esprit, spiritualité, etc. etc. Et on finit le livre par la feuille de personnage. Donc comme vous pouvez le voir à droite, on a les 5 voies, une liste d'avantages et de désavantages, l'état de santé, les 16 domaines ainsi que de la place pour 3 voire 4 disciplines par domaine, donc ça laisse bien de la place. Un endroit où on a les armes avec les dommages des armes, les attitudes de combat, la défense, la rapidité. Un endroit pour les équipements, les artefacts, les trésors, les ressources, Rindas, exaltation, flux, voilà, histoire, santé mentale, personnalité, points d'expérience, les travers. Ça c'est intéressant d'avoir relisté les travers là, donc c'est pour les mises à l'épreuve. Mais bon, est-ce que c'était nécessaire d'avoir une partie travers ici alors qu'on a déjà la partie voix en haut? Techniquement, le travers passion, la valeur est égale à la voie combativité, donc pas sûr que ce soit très utile. Et voilà, 3 pages. Moi, le seul bémol que j'aurais à ces feuilles de personnages là, c'est qu'au final, on a une partie artefact, une partie ressources, une partie rindat, exaltation et flux, qui prend une demi-page. La plupart des personnages n'auront pas besoin au moins de la partie du bas là, Rindat, exaltation et flux. Plein de personnages ne seront ni démortaines, ni adeptes du temple, ni magiantistes, donc ils n'ont pas besoin de ça. Et si un personnage est l'un de ces 3 trucs là, il n'a besoin que d'un de ces 3 trucs là. Donc j'aurais bien aimé 2 pages classiques pour tout le monde et une 3e page qui soit disponible en 4 exemplaires différents. Une page pour les joueurs qui n'ont rien de spécial et il y a plus de place pour de l'équipement ou des choses comme ça. Une page pour ceux qui sont spécialisés Démortaines, une page pour ceux qui sont spécialisés Temple, une page pour ceux qui sont spécialisés Magiance. Je trouve que ça aurait été plus intéressant, ça aurait permis d'avoir un truc un petit peu plus spécifique à chaque personnage et d'avoir une meilleure gestion de l'espace sur les feuilles de personnage. Mais à part ce point-là, je trouve quand même que globalement, les feuilles de personnage d'Esteren sont plutôt agréables à utiliser. Et après ça, on finit sur un lexique. Et honnêtement, ce lexique, il est non seulement utile pour s'y retrouver quand on lit quelque chose dans le livre, mais pour moi, c'est même quelque chose qui est intéressant à lire juste de A à Z, se mettre dans le lexique, ouvrir le lexique quand on est MJ et tout lire. Parce que ça rappelle des termes, ça met des liens vers des pages, c'est utile parce qu'on est quand même dans un univers très spécifique avec beaucoup de termes, des termes qui vont permettre de faire entrer les joueurs dans l'univers, qui vont mettre une certaine ambiance, donc il faut que le maître de jeu, le meneur de jeu maîtrise ces termes, mais pour ça, l'utilisation d'un lexique est quand même très intéressant, un lexique qui fait 5 pages. Voilà. Le lexique donne quelques informations, alors je suis pas sûr, mais pour moi il y a quand même quelques phrases, quelques mots-clés dans le lexique qui ne sont pas retrouvables aussi clairement dans le livre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lire entre les lignes dans le livre, mais la définition dans le lexique va parfois apporter des clés de lecture de l'univers. Et ensuite on arrive sur un index, toujours utile un index, et cet index il ne fait qu'une page. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette 2e partie sur le livre Univers. On a vu le système de jeu, la création de personnages, la santé mentale. J'espère que ce concept de vidéo vous plaît toujours. N'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence entre ce que j'ai fait avec Prologue, où on voit vraiment le feuilletage du livre en physique, ou alors ce que j'ai fait avec Univers, avec un feuilletage du PDF. Dites-moi si vous avez une préférence, dites-moi s'il y a des choses qu'il faudrait que je traite plus rapidement ou plus en détail. À côté de ça, moi je vais continuer
ma revue de chacun des livres de la gamme Esteren, et je pense que à l'occasion je ferai aussi une vidéo qui se concentrera sur le système de jeu d'Esteren, ce que j'aime bien dans ce système, comment il fonctionne, ce que moi j'utilise à ma table, et aussi peut-être quelques hacks, quelques idées. Donc c'est potentiellement une idée de vidéo que j'ai pour plus tard. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait aussi. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Si vous n'avez pas quoi dire en commentaire, vous pouvez dire très belle vidéo sur le système de jeu des ombres d'Esteren. Ce sera toujours agréable à lire et un bon retour pour moi pour voir qu'il y a des gens qui sont arrivés à la fin de cette vidéo. Ça pourra m'aider aussi pour le référencement de cette vidéo et le référencement futur de ma chaîne. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes nombreux à avoir profité de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez déjà joué aux ombres d'Esteren ou si vous allez y jouer grâce à cette vidéo. En attendant, je pars feuilleter d'autres livres des ombres d'Esteren, continuer ma relecture de toute cette gamme. Je vous dis à bientôt et vous souhaite bon jeu.